Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB102. Donc on vous demande de trouver l'équation différentielle en U du circuit 2, c'est-à-dire ce circuit-là, de la figure 1, et on vous donne ensuite un certain nombre de choses, etc. etc. Alors on est parti, on va refaire toutes les choses. Alors petite remarque, la moitié du travail a déjà été fait dans l'exercice PEB101, donc je vous invite à voir la correction, mais on va le refaire, comme si c'était un exercice autonome. Et entendu, vous pouvez sauter le début a priori, pour faire ça. Alors, dans un autre exercice, le PEB 100, donc je me remets les références des deux exercices, hein. Il y a le PEB 100 pour les conditions initiales et les conditions asymptotiques, et le PEB 101 pour l'étude du circuit 1, c'est le même circuit. On avait trouvé en particulier que UL tendait vers 0 quand t tend vers plus l'infini, ce qui est normal, ça tend vers un fil. Et donc on va essayer d'utiliser ça pour trouver la bonne équation. Alors, je vais faire ça doucement. Donc, je réécris ma boîte à outils. Je sais que U plus UC plus U grand R est égal à E, avec donc UC qui est cette tension-là et UR qui est cette tension-là, en convention récepteur par rapport à une intensité qui serait celle-là. Donc ensuite, j'ai le fait que U c'est égal à LDI sur dt, c'est la caractéristique de ma bobine. Je sais aussi que I c'est C d de UC sur dt. Et je sais enfin que U est égal à RI. Il me faut donc l'équation différentielle. Alors on peut partir de plein de choses, on peut partir de celle-là, mais comme U tend vers plus l'infini tend vers 0 pardon, quand t tend vers plus l'infini, il va probablement falloir la dériver pour dégager ce truc-là. Donc je vais regarder un peu comment ça se passe. Je vais donc prendre celle-là et la dériver. Donc du sur dt plus d de uc sur dt plus d de ur sur dt est égal à E. Donc encore une fois, hein, je fais ça tout simplement parce que je sais que k égale à E, justement, est égal à 0. C'est ça, voilà. Tout simplement parce que je sais que U tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc je sais que l'équation différentielle en U aura un second membre nul. À partir de ce moment-là, en fait, j'élimine de façon, comment dirais-je, brutale le second membre en dérivant la relation. Hein. La seule chose qui peut me donner un second membre ici, c'est le E, donc je le dérive pour que ça me donne 0. Alors ici j'ai du UC sur dt, ça va être très pratique parce que je vais pouvoir tout simplement remplacer I par d de UC sur dt, enfin d de UC sur dt par I sur C, et ça va pas être terrible, donc je pense que je vais devoir redériver une deuxième fois, mais ça on va voir un peu comment ça se passe. Donc d de UC sur dt, je vais tout simplement le remplacer par I sur C. Et ensuite, je vais remplacer d de UR sur dt par. Alors ici c'est UR, je me suis trompé. Voilà, ici c'est UR. Et donc j'ai remplacé UR sur dt par 1 sur R. Non, pardon, pas 1 sur R. R, je dis des bêtises. R. D de I sur dt, puisque UR ça vaut I. Alors là, en fait, j'ai U, mais j'ai trop de I ici. J'ai utilisé cette relation. Alors je vais cocher les relations que j'ai utilisées. J'ai utilisé celle-là, j'ai utilisé celle-là, j'ai utilisé celle-là. Il y a une raison que celle-là est utilisée, et là je suis bien embêté parce que je ne peux pas remplacer par I. Mais la chose que je connais, c'est DI sur DT. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais redériver cette relation-là une deuxième fois. Donc en disant que c'est D2U sur DT2 plus 1 sur C D2I sur DT plus R D2I sur DT2. Ça, c'est toujours égal à 0. Donc, et là, je vais pouvoir remplacer, parce que j'ai donc bien D2U sur DT2, ça c'est plutôt sympa. Ici, DI sur DT, et ben en fait, c'est simplement U sur L, donc j'ai un U sur LC qui sort. Et ici, je vais remplacer, en fait, je vais me souvenir que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée, hein, c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Et donc, en fait, je vais avoir donc, mon facteur R ici, et tout simplement, je vais avoir DU sur DT divisé par L. Donc j'ai R sur L, facteur de DU sur DT, et qui est égal à 0. Voilà. On peut réorganiser ça un tout petit peu pour avoir l'équation différentielle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les calculs, je vais l'écrire là-haut. Voilà, en rouge, comme ça je pourrais enlever les calculs pour la suite. Et donc en fait, j'ai donc D2U sur DT2 plus R sur L D2U sur DT plus U sur LC qui est égal à 0. Voilà, je vais pouvoir effacer ces calculs-là. Alors, petite remarque pendant que je fais ça. Si jamais certains ou certaines d'entre vous avaient fait l'exercice PEB 101,
on avait trouvé l'équation différentielle associée à la tension au bord de la résistance dans l'exercice précédent. Et en fait, il s'avère que le raisonnement qui dit... alors après, on aurait pu trouver cette équation différentielle, là, la nouvelle, là, celle-là, en utilisant le raisonnement suivant. Toutes les grandeurs ont la même équation différentielle à second membre nul associé. Et donc en fait, cette équation différentielle-là, c'est la même que celle qu'on a trouvée dans cet exercice-là, au second membre près. Mais comme le second membre... mais comme, pardon, u tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, ça signifie que le second membre est nécessairement nul. Donc en fait, on a tout, l'équation différentielle, homogène associée, et le second membre. Donc on aurait pu directement trouver cette relation-là à partir du résultat de l'exercice précédent. Voilà, je les traite comme des exercices autonomes, mais on aurait pu aussi avoir ce court-circuit si jamais dans un sujet vous avez deux grandeurs comme ça à étudier. On peut, en étant un peu prudent, aller directement à l'équation différentielle. Alors ensuite, on vous redonne des valeurs de L et de C, on vous donne les valeurs de R qui est sur un régime apériodique. Donc si on veut un régime apériodique, eh bien en fait, ça signifie que le discriminant du polynôme caractéristique associé doit être strictement positif, puisqu'on doit avoir des racines réelles dans cette histoire. Donc, eh bien, en fait, je vais écrire tout simplement la condition. Ça signifie que R carré sur L carré moins 4 sur LC doit être positif, soit R carré plus grand que 4L sur C, ou grand R plus grand que 2 racines de L sur C. Donc là, on peut faire le calcul et on trouve que R doit être plus grand que 632 ohms, à peu près. Ce qui est la même valeur qu'on avait trouvée dans l'exercice PEB 101, c'est tout à fait normal, c'est le même circuit. Mais par contre, c'est pas la même condition, au sens là, cette fois, R doit être plus grand que 632 ohms pour avoir un régime apériodique. On constate par ailleurs que le R égale 1 kΩ qui est donné dans l'énoncé correspond bien à cette situation. Et donc on va regarder en fait l'expression du temps caractéristique. Alors ça, dans le cas des régimes apériodiques, le temps caractéristique, c'est beaucoup plus compliqué. On va voir un peu ce qui se passe. Alors en fait, je vais écrire tout simplement les deux racines. Donc je vais écrire les deux racines. Les racines s'écrivent de la façon suivante, c'est moins b sur 2a. Alors moins b sur 2a, en fait, c'est tout simplement moins r sur 2l, plus ou moins racine de delta. Alors delta, on l'avait calculé à l'instant, hein, c'est r carré sur l carré moins 4 sur lc. D'accord, ça c'est les deux racines. Et en fait, dans cette histoire, on se rend compte que ces deux racines sont forcément négatives. D'accord, et que la plus grande d'entre elles, celle qui est la plus proche de 0, c'est celle qui contient le plus ici. D'accord, donc en fait, je vais prendre R+, je vais dire que ça c'est moins R sur 2L, plus racine de R carré sur L carré moins 4 sur LC. Voilà. Et en fait, il s'avère que taux, c'est l'inverse de l'opposé de ça. Tout simplement parce que ma solution, U, elle va s'écrire de la façon suivante, A exponentielle R plus fois T, plus B exponentielle de R moins fois T. D'accord, et qu'en fait, la valeur ici, R plus, va être une valeur assez petite, donc va donner un temps caractéristique enfin, va être petite en valeur absolue. D'accord, et donc c'est ce terme-là qui va être le terme qui va mettre le plus de temps à tendre vers 0, donc c'est ça qui va contrôler le temps caractéristique. Donc ça, c'est l'idée dans cette histoire. Alors, on va donc essayer de faire ce calcul-là. Et donc, c'est pas compliqué, il n'y a plus qu'à calculer. Alors, donc, taux, en fait, taux, c'est moins 1 sur R+. Et donc, je vais faire le calcul à la calculatrice. Hein. Donc, moins 1 divisé par, et on est parti. Donc, R, c'est 1 kΩ. Donc, 1000 ohms divisé par 10 millions Henri, c'est-à-dire 0,01. Alors, j'ai oublié un des deux à chaque fois. Je suis désolé, j'ai oublié des deux ici et ici. J'ai oublié les deux à chaque coup. Donc, j'ai un 2 en haut. Il faut pas... Donc, voilà. 0,02 donc. Je fais des bêtises avec ma calculatrice, mais j'y arrivé. Je mets un moins là. Voilà. Et plus, donc, racine de ce qu'on a ici. Hein, donc, 1000 au carré divisé par 0,01 au carré moins 4 fois 4 sur, pardon, en fait, 0,01
que multiplie 100 nanofarads, c'est-à-dire 10 puissance moins 7. Voilà, et j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié le 2 bien sûr, si je le dis une fois. Juste le temps que je manipule mon expression, et je vais y arriver. Voilà, un demi fois ça, et si je ne me suis pas trompé, je trouve 88, alors là je trouve 8,87 10 puissance moins 5 secondes. Autrement dit, 88,7 micro... non, pardon, je dis n'importe quoi. Si c'est ça, 88,7 microsecondes pour le temps caractéristique.